Bonjour à toutes et à tous. Déjà un grand merci à la Constellation Environnement pour l'organisation de ce séminaire. Je trouve que c'est des sujets sur lesquels la mobilisation associative est déterminante. Merci aussi aux intervenants et intervenantes qui sont passés. Il y a beaucoup de présentations très intéressantes. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie avant d'aller manger. La bonne nouvelle, c'est que le buffet approche. Moi, je vais vous présenter. On a beaucoup parlé des industriels. On va parler des industriels, du contrôle des industriels, des moyens d'action des industriels, des résultats des surveillances qui ont commencé à être mises en place. Moi, je m'appelle Thomas Terry, je travaille à l'Adréal Centre et je suis responsable d'un service qui s'appelle Risque Industriel et qui s'occupe notamment, donc, à travers 6 implantations dans chacun des 6 départements de la région, du contrôle des industriels sur le respect du Code de l'environnement, de différentes obligations réglementaires, d'essayer de ne pas faire trop de pollution, de ne pas générer trop d'accidents. Donc concrètement, c'est une centaine de personnes qui vont sur le terrain réaliser des inspections. Selon les résultats des inspections, il y a des conseils qui peuvent être donnés aux industriels, il y a des écarts réglementaires qui peuvent être notifiés, il y a des propositions d'amende qui peuvent être faites au préfet, et il y a des signalements à la justice selon la gravité des choses qu'on peut mesurer. Donc, comme tous les acteurs qui ont pu parler, on a été concernés par le sujet des PFAS, un sujet auquel on consacre énormément de temps. Et je vais essayer de vous présenter où on en est en région centre. C'est une action qui est prioritaire pour nous depuis, notamment ça fait 2 ans qu'on est vraiment investi là-dessus. Et puis voilà, je serais intéressé d'avoir bien sûr une séance de questions-réponses à la fin sur comment vous voyez ces sujets-là, quels sont les... Il y a forcément des choses qui restent à faire beaucoup. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, je vais commencer par le plan interministériel PFAS. Donc, il a déjà été rapidement présenté par Mathieu de Génération Future. C'est un plan qui est sorti en avril 2024 et qui fait suite à un premier plan ministériel qui concernait notamment les industriels, qui lui datait de janvier 2023. Donc, la nouveauté de ce plan, c'est que ça ne concerne plus uniquement le ministère de l'Environnement. Il y a le ministère de la Santé, il y a les armées, il y a le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui concerne les pompiers, et l'utilisation des mousses anti-incendie, il y a le ministère de l'Agriculture. Donc l'idée c'est de coordonner tous ces ministères autour de 5 axes. Donc un premier axe qui vise à développer des méthodes de mesure dans les milieux, donc que ce soit les rejets des industriels, les eaux de surface, les eaux souterraines. Donc qui est en lien avec le 2, qui est de renforcer les dispositifs de surveillance qui sont en train de gagner dans leur ampleur depuis quelques années. Un troisième axe, c'est la réduction des risques. Une fois qu'on a mesuré qu'il y avait des PFAS un peu partout, c'est quand même ça le constat, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on arrive à réduire les émissions? Un 4e axe sur l'innovation et un 5e axe sur l'information. Sur tous ces axes, je ne vais parler que des industriels. Moi, c'est ce que je connais mieux. Je ne suis pas en mesure d'aller vous expliquer ce qui est prévu du côté du ministère de l'Agriculture, par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est aussi par là que le sujet est arrivé. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu Dark Waters, vous avez peut-être vu donc, le documentaire qui s'appelle Vert de rage, qui était sorti sur la vallée de la chimie. Vous avez peut-être vu Toxic Bodies, qui avait été réalisé par Camille Etienne et Cela Moisan sur les poils. Je ne sais pas si vous voulez lever la main. Qui a vu un de ces 3 documentaires dans la salle? Oui, on a un public de spécialistes des PFAS dans la salle. Donc voilà, je vais commencer par présenter ce qui est prévu pour les industriels. Premier point, et je vais aller assez rapidement là-dessus parce que finalement on n'a pas encore de mesures, c'est ce qui concerne les rejets atmosphériques. Il y a un arrêté qui est sorti le 31 octobre, donc il y a quelques semaines, qui vise à mesurer s'il y a des PFAS dans les rejets atmosphériques des incinérateurs. Le sujet des déchets est un gros sujet. S'il y a des PFAS partout en termes de consommation, on se doute bien qu'un jour ou l'autre, ça arrive dans des installations de traitement des déchets. Et pour éliminer un PFAS, en gros, il faut chauffer à plus de 1000 degrés. Donc 1000 degrés, c'est haut. Donc là, l'enjeu, c'est de déployer d'ici à 2027-2028 des campagnes de mesure sur les rejets atmosphériques. Pourquoi est-ce que ça prend aussi longtemps? Donc là, si on prend par exemple en région centre, 31 octobre 2025, on a un site qui est concerné. 30 avril 2026, on en a 2, mais qui sont en cessation d'activité, donc il n'y aura plus de rejet à ce moment-là. Les principales échéances pour les incinérateurs de déchets que vous avez dans la plupart des grandes villes, ça va être 31 octobre 2026, 30 avril 2027.
le sujet est qu'il n'y a pas encore de norme. C'est-à-dire que la norme qui permet de dire oui, non, on est à des valeurs qui sont dangereuses pour la santé, elle est censée arriver là, dans l'année 2025. Et ça sera la première norme au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de pays qui avaient développé de normes à ce niveau-là. Il y avait des travaux en cours aux États-Unis notamment. Mais c'est une création un peu ex nihilo d'une norme pour analyser ces rejets. Donc nous, en région, en tout, on aura une douzaine de sites qui, dans les 2 années qui viennent, enfin surtout dans 2 ans, vont faire ces mesures sur est-ce qu'il y a des PFAS, tout comme il y a des mesures sur tous les paramètres un peu classiques de dioxine, de furane, on mesure sur le traitement des déchets. Voilà pour ce qui concerne la surveillance atmosphérique. Maintenant, je vais passer au rejet dans l'eau, qui est le thème qui nous occupe le plus. Les rejets dans l'eau, l'objectif qui a été annoncé dans les plans ministériels, c'est d'avoir une campagne de mesure sur tous les industriels qui sont les plus susceptibles d'émettre des PFAS. Donc c'est un arrêté qui date de juin 2023 et qui prévoit pour 5000 industriels en France, qui sont classés à autorisation, sur les rubriques où il y a plus de risques d'avoir des PFAS qui soient présents, de réaliser 3 campagnes de mesure. Donc il y avait des échéances, ça a commencé en septembre de l'année dernière, c'était censé finir en avril. Nous, en région centre, on a 174 sites qui sont concernés. Donc des sites du traitement des déchets, de l'industrie chimique, automobile. Et pour ces sites-là, on va rechercher les 20 PFAS. Donc c'est les 20 PFAS dont on entend parler depuis ce matin, c'est toujours les mêmes. Donc c'est une liste qui est limitée, on a bien conscience. C'est pour ça qu'il y a un indicateur global qui s'appelle AOF, c'est un nom un peu barbare. L'idée, c'est que c'est une des méthodes pour essayer de mesurer la quantité totale de fluorure qu'il pourrait y avoir, et donc avoir un proxy de 4000 à 10 000 PFAS qui peuvent être retrouvés, et pas uniquement des 20. Donc il me semble que cet après-midi, vous aurez une présentation un peu plus détaillée sur différentes méthodes qui permettent de mesurer la quantité totale de PFAS, parce qu'on se rend compte que c'est un enjeu déterminant. Là, c'est le moment du roulement de tambour sur quels sont les résultats. Je vais déjà commencer par comment les campagnes ont avancé, parce que vous imaginez bien que c'est 5000 industriels d'un coup qui sont arrivés et qui ont été voir les laboratoires en disant il me faut pour demain des résultats sur mes rejets d'eau pluviale, mes rejets d'eau de process. Donc on a déjà un vrai sujet qui est s'assurer que tout le monde ait fait les campagnes, qu'on ne soit pas passé à côté d'un hotspot. Nous, en région centre, on commence à arriver, vous voyez, 70% de campagnes finies, 10% de campagnes entamées, et encore 20% de gens qui n'ont pas encore lancé les campagnes de mesure. Donc là, la position de notre côté est assez claire, les échéances sont passées. Donc c'est une première étape de mise en demeure de ces industriels qui a été lancée depuis l'été, qui ensuite doivent respecter un échéancier. Si cet échéancier n'est pas respecté, l'étape suivante, c'est de passer à des sanctions financières jusqu'à ce que ça soit fait. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces mesures-là? Donc pour l'instant, on a des résultats pour 130, 140 industriels. On se rend compte qu'il y a une présence assez généralisée de PFAS. C'est le premier point, c'est un constat qui est aussi national. Dans à peu près 50% des sites qu'on contrôle, on va retrouver des PFAS qui sont quantifiés, c'est-à-dire au-delà de 100 nanogrammes par litre, qui est une limite de quantification qui est assez haute. Donc c'est disons, pertinent comme chiffre. Pour autant, et là il faut faire la distinction entre les sites producteurs de PFAS, on se rend compte qu'il y a une concentration très forte sur certains sites industriels, et il y a beaucoup d'émetteurs diffus qui ne produisent pas de PFAS, n'en utilisent pas particulièrement dans leur process, et souvent ne savent pas trop d'où ça vient au début. Parce que finalement, il y en a un peu partout, dans différents types de procédés. Donc nous, si on regarde au niveau régional, on n'a pas de site producteur de PFAS, et on représente, donc là je vous ai remis les 2 paramètres entre l'AOF et la somme des 20 PFAS, on représente 0,4% du flux national ou 0,1% du flux national. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y en a partout à des niveaux qui ne sont pas énormes, mais pour l'instant, on ne sait pas quel est l'impact sanitaire précisément. Mais le côté bonne nouvelle, c'est qu'on sait par où il faut commencer pour essayer d'avoir des réductions massives de ces émissions de PFAS. Pour remettre un peu en perspective, si je somme l'ensemble des sites
industriels en région centre, sur les 20 PFAS, j'aboutis à 3 kg d'émissions par an. 3 kg d'émissions par an, c'est 19 extincteurs. Comme vous en avez sans doute un dans la salle, c'est peut-être un peu plus grand que celui-là, mais c'est pour vous dire que la présence de PFAS dans les mousses anti-incendie, dans les extincteurs, et ça a été mentionné aussi dans les pesticides, donc on n'est pas en région centre 21 tonnes par an de fluopyrame, c'est un sujet qui est tout aussi important que les rejets des industriels. On est concerné par tout ça dans les années à venir. Comment on fait ensuite? Donc il y a des PFAS un peu partout, pas dans des concentrations délirantes, mais il faut quand même agir là-dessus. Le cadre qui est le nôtre, c'est supprimer ces rejets. C'est vraiment ça l'objectif. Ou à défaut, lorsqu'on ne sera pas en mesure de les supprimer, les réduire le plus possible. Concrètement, par quoi on commence? On a eu les résultats des campagnes de mesure. On a demandé aux industriels qui émettaient le plus de réaliser des plans d'action, qui sont notamment des plans d'investigation. D'où ça pourrait venir? J'ai en tête un industriel de la chimie qui ne sait pas trop d'où ça pourrait venir. Notre dernière investigation, ce serait, est-ce que c'est pas dans ces réseaux d'eau où il y a eu un incendie il y a 30 ans, où beaucoup de mousses avec des PFAS auraient été utilisées, est-ce qu'il n'y a pas du relargage depuis les réseaux d'eau? L'idée, c'est de rentrer dans ces investigations qui sont souvent assez loin d'être évidentes quand on n'est pas sur des sites à la fois qui produisent des PFAS et qui ne sont pas non plus des pros de la chimie pour un certain nombre d'entre eux, c'est pas toujours leur secteur d'activité. Donc l'objectif pour les établissements, et je vous ai mis un graphique à côté, en fait on a une concentration très importante du flux. Donc finalement par où on commence? Parce qu'on n'a pas encore de valeur seuil qui nous dit ça c'est grave, ça c'est pas grave. Et bien on commence par gérer 90-99% du flux en ciblant les 10 à 20 à 200 plus gros émetteurs et en leur prescrivant. L'idée c'est d'aller vers des arrêtés préfectoraux, une étude, des actions de réduction avec des échéances qui nous permettent ensuite d'aller contrôler. Donc on est déjà allé les voir les plus gros, d'y retourner sur l'année 2025 et d'essayer de contrôler, oui ou non, il y a suffisamment de choses qui ont été mises en place. L'idée c'est bien d'aller, c'est le principe de précaution en fait, on ne peut pas se reposer sur autre chose que le principe de précaution, d'aller progressivement chercher les autres avec l'objectif d'une suppression généralisée des rejets et en espérant qu'on ait un jour des valeurs limites d'émission, c'est-à-dire que, et c'est loin d'être évident, les autorités sanitaires soient capables de dire d'ici à 1 an, 2 ans, c'est à peu près cet ordre de grandeur d'un point de vue temporel, comme on l'a sur d'autres types de polluants, on est en mesure de dire qu'en dessous d'une certaine concentration, il y a des effets sur les écosystèmes, sur la santé humaine, qui sont suffisamment faibles pour que ça soit acceptable. Ça reste une échéance assez lointaine, donc pour l'instant, c'est la suppression généralisée des rejets. On ne peut pas viser autre chose au jour d'aujourd'hui. Je vais vous donner, par rapport aux questions qu'il y a pu avoir aussi sur les bouts de stations d'épuration urbaine, les émulseurs, quelles sont les autres actions que nous avons prévues en 2025. Donc il y a un volet instruction des plans d'action des industriels, inspection sur le sujet, il y a un volet bout de stations d'épuration. L'idée c'est d'avoir, c'est un peu décalé mon diaporama, l'idée c'est d'avoir au niveau national investigué les stations d'épuration qui sont internes au site industriel. Nous on n'est pas compétents sur les stations urbaines des collectivités, d'investiguer une variété de secteurs. Est-ce que ces bouts qui sont épandus ensuite, c'est bien ça le critère, présentent des concentrations de PFAS? Première question, on se doute qu'il y en aura sans doute à un certain nombre d'endroits. Comment est-ce qu'on les gère ensuite? Une fois qu'on se dit que les bouts sont contaminés, c'est comme, si je prends l'exemple d'un dépôt pétrolier, ça a des mètres cubes d'émulseurs anti-incendie. Comment est-ce que je gère 12 mètres cubes très concentrés en PFAS? Est-ce que j'élimine ça en déchets dangereux? Il n'y a pas beaucoup d'installations de traitement des déchets dangereux. Donc on sent bien qu'il y a ce gros sujet de la gestion, une fois qu'on a fait les mesures, des déchets, où il y a des PFAS qui va se poser l'année prochaine. Émulseurs, là l'idée aussi c'est d'aller voir les industriels et de commencer à contrôler les évolutions réglementaires sur les interdictions de la présence de certains PFAS dans les émulseurs anti-incendie. Là on va un peu au-delà de la réglementation, il y a une réglementation sur un PFAS qui est censé entrer en vigueur à mi-2025.
ça risque d'être un peu repoussé de ce que j'aurais pu entendre. L'idée, c'est d'aller demander dès maintenant des plans d'action industriels qui seraient concernés par des restrictions en 2025, 2026, 2027 et les années qui viennent. Et le dernier point sur la mesure des rejets industriels, donc on a vu l'arrêté ministériel, c'est 5000 installations. C'est un bon début, mais elles ne sont pas toutes concernées. C'est notamment les 20 PFAS, mais il y en a beaucoup d'autres qui manquent. C'est une méthode de mesure, l'AOF, sur la quantité globale. On s'est bien rendu compte dans nos investigations qu'elle était imparfaite par un certain nombre de points. On peut avoir des faux positifs, disons. Et donc voilà, on espère qu'il y a un nouvel arrêté ministériel qui est prévu en 2025 pour faire évoluer les campagnes de mesure. Dernier point, la diffusion des informations. C'est un des axes du plan d'action interministérielle. Comme on essaye de le faire sur toutes les thématiques sur lesquelles on intervient, où les rapports d'inspection sont tous publiés sur un site qui s'appelle Géorisque. Sur le site internet de la DREAL, on met en ligne mensuellement tous les résultats de surveillance des émissions de PFAS par les industriels. Il y a un peu de présentation aussi sur comment ces campagnes sont menées, ce qu'il y a en PFAS. Donc tout ça, c'est sur le site internet de la DREAL Centre depuis un peu avant l'été, avec une mise à jour mensuelle. Voilà. Merci. Je vais prendre une petite dizaine de minutes de questions et ensuite on ira manger. Merci beaucoup pour la présentation et merci aussi pour mettre à disposition des énormes fichiers Excel avec tous les résultats qui sont bien pratiques. Moi j'avais plusieurs questions. D'abord sur effectivement les analyses prévues pour les installations d'incinération. Nous on avait compris que en fait, la norme qui avait été développée elle s'inspirait notamment de la norme américaine OTM 45. Mais du coup, cette norme concerne une cinquantaine de PFAS, mais certains ne sont pas pris en compte, qui pourraient être formés lors de la mauvaise incinération dans des conditions soit de température pas suffisamment haute ou de présence de trop d'air dans les incinérateurs. Donc, est-ce que il pourrait y avoir éventuellement compléter cette liste de PFAS analysés? Vous avez parlé de sites qui étaient en cessation d'activité, notamment dans la région contre-Val-de-Loire. Est-ce que c'est prévu aussi aux alentours de ces sites de faire des analyses de sol, puisque justement on sait qu'au niveau des incinérateurs, il y a des rejets atmosphériques, mais ça peut aussi du coup impacter les sols aux alentours. Également, pour s'en venir pour l'instant d'incinérateurs, effectivement, il y a les nomenclatures qui sont concernées excluent les sites d'incinération qui prévoient justement l'incinération des boues d'épuration de steppe. Alors que justement, la question se pose de la présence de PFAS dans ces boues et donc du devenir derrière de ces déchets et de l'impact que ça peut avoir. Donc est-ce que ce serait pas aussi pertinent d'avoir justement ces sites d'incinération qui soient pris en compte dans l'arrêté? Maintenant il est publié, mais on a fait les commentaires au moment de la consultation publique et j'aimerais avoir du coup votre avis là-dessus. Merci. Merci pour ces questions très précises. Je vais commencer par la fin, sur les sites en cessation d'activité. C'est un des axes du plan interministériel qui dit qu'il y a une méthodologie sur la gestion des cessations d'activité. L'objectif, c'est d'y intégrer les PFAS. Donc oui, sur le principe, c'est des paramètres qu'on veille à mesurer. Moi, les deux sites en question, c'est les sites tertiaires, notamment en région Centre, vous savez peut-être ou peut-être pas, qui sont censés fermer d'ici à 2026. Donc c'était deux cimenteries qui recevaient dans leur four aussi un certain nombre de déchets. Donc en tout cas, nous au niveau régional, on a cette doctrine, dès qu'il y a un incendie par exemple, c'est souvent dans ces cas-là qu'on a des contaminations des milieux, de faire des mesures spécifiques sur les PFAS. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont à la main finalement des inspecteurs et inspectrices sur le terrain. Sur les cessations d'activité, on a un cadre réglementaire qui est finalement assez large, qui dit qu'il faut assurer la mise en sécurité et l'usage futur du site. Donc en tout cas dans les consignes internes que nous on passe, les PFAS sont bien pris en compte, que ce soit dans les situations accidentelles, dans les cessations d'activité. Mais voilà, pour être transparent avec vous,
les cessations d'activité, ça a pu être un peu la cinquième roue du carrosse pendant un moment. C'est-à-dire dans une période d'effectifs, on est une centaine en région, on pourrait être 2 fois plus, qu'il y aurait des sujets à faire. Donc les cessations d'activité, il y a quand même eu des recrutements dans la loi industrie verte qui est sortie. Il y a beaucoup d'évolutions sur les cessations d'activité. Notre idée est bien de réussir à réenclencher là-dessus et à y consacrer beaucoup plus de temps, parce que c'est des sites qui le nécessitent et ça se dégrade très vite tout simplement quand on n'intervient pas assez rapidement. Sur la deuxième question, sur l'incinération, je n'ai pas exactement la liste des PFAS, est-ce qu'on va plus loin que les 50, mais je pourrais tout à fait me renseigner. Ce qui est sûr, c'est que sur les sites d'incinération de déchets dangereux, c'est dans ces sites-là qu'on enverrait les bouts de PFAS et autres déchets qui seraient contaminés. Moi, il me semblait qu'ils étaient bien concernés par la liste, en tout cas en région. Si on regarde les... on commence par les installations d'incinération de déchets dangereux, en fait, au 31 octobre 2025. Donc voilà, en tout cas, nous, au niveau régional, les industriels qui font, notamment pour leurs propres produits, les industries chimiques, c'est notre premier site qui est concerné en octobre 2025. Donc voilà, sur les sites que je suis au niveau régional, je n'avais pas perçu qu'il y avait un trou dans la raquette. Sur d'autres qui seraient au niveau national, je peux me renseigner également. Bonjour, Jenny Moffrey, donc au secours 45 et Ville en transition. Question pratique, quand vous êtes au courant d'un forage qui est fermé à Semois, en agglomération d'Orléans, et qui est entouré d'une entreprise Orion Chemical qui utilise des PFAS, qui est entouré du centre départemental des pompiers et de réserve pétrolière à Saint-Jean-de-Bray. Vos actions, quelles sont-elles? Deuxième question, quand ces entreprises sont soumises à autorisation, vous avez des contrôles à faire. Et pour le grand public ou les consommateurs, où peut-on les trouver? Voilà. Merci. Alors, très bonne question sur Semois. Donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément l'information, le captage de potable de Semois a été fermé récemment. Donc, il y a des interconnexions qui ont été mises en place parce qu'il y avait des PFAS au-delà des normes de potabilité. Et donc là, c'est là que commence le grand jeu d'investigation. On se dit d'où peuvent venir ces PFAS. Donc autour, il y a, comme ça a été mentionné, une usine d'industrie chimique, un dépôt pétrolier, un centre d'entraînement des pompiers du Loiret, et encore sans doute d'autres choses à proximité plus ou moins proche. Donc pour nous, la méthode, elle a été assez rapide, c'est que c'était des industriels qui étaient concernés, que ce soit Orion Chemicals ou que ce soit le dépôt de pétrole d'Orléans, par des campagnes de mesure, qui pour l'instant montraient dans les rejets une présence limitée de PFAS et surtout pas les mêmes PFAS qui étaient retrouvés dans le captage au potable. On regarde aussi le sens d'écoulement de la nappe, qui là, dans mon souvenir, c'est plutôt des sites qui sont suivis au niveau de chaque département, mais dans mon souvenir, le sens d'écoulement de la nappe n'était pas non plus bon pour conduire à une contamination par ces industriels. Ensuite, comme vous le dites, et on a pu voir la quantité de PFAS dans les mousses d'extinction incendie peut être très important. Donc c'est aussi une des possibilités sur le centre des pompiers qui est situé à côté. Je ne l'ai pas mentionné, mais on se rend compte que c'est un sujet qui monte de plus en plus. Il y a le DRGM qui est en train de conduire un inventaire des sites qui seraient pollués par les mousses anti-incendie, d'en identifier plusieurs centaines. Et nous, au niveau régional, on sent bien que c'est le sujet principal. Les industriels qui sont les plus pollués, souvent, ont fait l'objet de gros incendies dans les 20-30 dernières années, où on se dit qu'il y a dû y avoir des mousses qui ont été utilisées. Donc voilà, on sent bien ce sujet-là monter. Sur la question de la mise à disposition des données, c'était bien ça. Des contrôles d'entreprises comme ça. Alors, contrôle, vous pouvez aller voir le site Géorisque. Vous avez les informations sur les risques naturels, mais vous avez aussi tous les contrôles de l'inspection des installations classées qui sont publiés. Donc voilà, vous pouvez avoir point de contrôle numéro 12, quantité de PFAS dans les rejets, l'observation, les suites qui sont proposées. Et donc j'insiste bien sur un point. En fait, on a une forme d'indépendance aussi qui est qu'on propose des suites. C'est-à-dire que moi, si je vais sur un site industriel, que je vois un dépassement des rejets, par exemple, je vais dire, je pense que c'est important de prendre une mise en demeure ou une sanction. Ensuite, à la fin, c'est les préfets qui sont décisionnaires, qui peuvent intégrer d'autres paramètres que les nôtres. Et donc, quand vous voyez la publication du rapport d'inspection, c'est bien notre proposition à nous. Et ensuite, on regarde les sites de la préfecture pour voir les arrêtés qui sont faits.
Je vais prendre une ultime question. D'abord une réponse. Bonjour, donc Thomas Le Courriot, Orient Chemical Pardon. Il faut qu'on parle de nous, je vais donner la réponse. On n'utilise pas l'EPIFAS dans le process. Je voulais juste apporter son complément. Ça a été supprimé depuis 2017, donc ça fait quelques années qu'on n'utilise plus. Ce qui était utilisé était des PTFE, donc des choses qui sont encore autorisées aujourd'hui. Et les investigations sont menées sur nos projets qui sont importants. Aujourd'hui, ce que disait Thomas, c'était qu'on était sur plutôt des PFAS liés aux émissions. Il y aura la carte du monde de mai 2023 concernant l'utilisation du PFAS pour vous faire enlever. Ah oui, carte mai 2023 du monde. D'accord, cette carte se base sur les rubriques. C'est-à-dire que c'est les sites suspectés en fonction de leurs activités. Et il n'y avait pas encore de campagne de mesure à ce moment-là. Donc ce serait intéressant d'avoir à terme, je pense, la mise à jour de la cartographie du monde en intégrant le travail scientifique indépendant qui était intéressant qu'il y avait avec. Je prends l'ultime question de la matinée. Oui, c'était pour conclure peut-être, parce qu'effectivement je voudrais revenir un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur les 3 pays. En France, il existe effectivement un nombre de secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles sur un certain nombre de départements. Donc, le plus proche d'ici, c'est celui de l'Île-de-France. Nous, on est à cheval sur un bassin hydrographique qui fonctionne sur 2 départements. Donc, on a cette chance de pouvoir bénéficier de cette structure-là. Mais je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de se poursuivre la création de ces S3P, parce qu'ils ont quand même un avantage, c'est bien gentil de nous réunir aujourd'hui, et j'apprécie beaucoup le travail de Latral, mais c'est vrai que les S3P, on mérite d'associer paritairement aussi bien les industriels, l'administration, les élus, mais aussi les associations. Donc nous avons effectivement la possibilité d'être tenus assez couramment dans l'année de différents types de problèmes, de pouvoir faire remonter un certain nombre de problèmes. Et comme je disais, autant au début, je me disais, oh là là, ça va être du greenwashing, ça va être, oh là là, les industriels entre eux, ils se vantaient des trucs de carbone entre eux. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure de la situation, le système a été renversé, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les industriels ont senti que certains prenaient la tête de dire ah oui, mais nous au moins on ne pollue pas parce qu'on a réussi à faire telle procédure sur tel type de problème. Et puis en fin de compte, de l'un dans l'autre, ça devient des courses à l'échalote entre eux. Donc on remplace le système, ils ne sont plus effectivement uniquement dans un système de production économique, c'est-à-dire effectivement ils sont obligés de rentrer dans un système de protection environnementale. Alors moi je trouve que là il faut vraiment méditer sur cet aspect-là, et il est grand temps, il est urgent de créer des SPI dans toutes les régions, parce que c'est vraiment leur vocation. Je suis d'accord avec vous. Un SPI, il y en a 12 en France. L'idée, c'est de rassembler les industriels, les services de l'État qui font le secrétariat, qui payent un peu pour ça, les élus, les associations, et souvent c'est sur des zones où il y a une concentration d'industriels. C'est autour de l'étang de Berre, c'est autour d'endroits comme ça, où c'est aussi utilisé pour coordonner des études sanitaires à l'échelle d'une zone et gérer en gros le dialogue élus, riverains, associations, État. Il n'y en a pas en région centre, c'est quelque chose que je regrette moi aussi. Pourquoi? Premier point, c'est aussi qu'il y a peu d'endroits où il y a une concentration. On a moins de zones industrielles en région centre, il y a le pôle chimique Pithiviers. Mais quand on regarde les études Santé publique France à l'échelle nationale, et c'est quelque chose que je regrette, souvent c'est exclu en disant pas assez gros par rapport à d'autres sites. Donc il y a un premier sujet qui est de savoir si on met un SPI, où on le met. Deuxième sujet, la mobilisation associative. À mon sens, il pourrait y avoir beaucoup plus de mobilisation associative sur les sujets de risque industriel. Quand je compare ce qui se passe en région centre à d'autres régions, il n'y a pas beaucoup de... Et donc, voilà, moi j'ai lancé depuis 2 ans des réunions d'échange annuelles avec les associations dans le domaine de l'environnement. Ça commence à prendre un petit peu, mais à la fois il n'y a pas énormément de monde qui vient, et les réactions sont aussi de dire, en fait, on a déjà beaucoup à faire par ailleurs sur les sujets de calcul de l'eau. C'est compliqué d'aller investir du temps en plus sur des sujets techniques où il faut quand même se former pour réussir à comprendre un peu comment fonctionne l'énergie industrielle.
Donc voilà, je suis tout à fait ouvert. L'idée de cette proposition de réunion, c'était de structurer aussi un réseau d'associations et d'avoir des échanges. Donc moi, avec grand plaisir pour échanger avec les gens qui sont intéressés et commencer par monter ces réunions-là, peut-être de manière plus fréquente, ça peut être tous les 6 mois, et vérifier, voilà, voir dans ce cadre-là, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on identifie une zone où il y aura suffisamment de relais associatifs, de relais riverains, de relais d'élus, pour qu'en fait, il y ait des gens qui viennent aux réunions. Parce que ce qui existe actuellement, c'est des commissions suivies de sites sur les sites Céveso. Là, c'est à l'échelle d'un site. Donc en gros, il faut montrer qu'il y a un intérêt à aller plus loin qu'un site Céveso pour faire une zone. Voilà, merci de votre proposition. Merci de ta réponse. Je confirme, nous étions 3 à cette réunion, 3 du monde associatif. Du coup, est-ce que la conclusion peut être de venir voir Thomas ce midi si vous voulez vous rapprocher de lui pour ce groupe de travail. Merci à tous.